Il fait encore sombre quand tu ouvres les yeux, et la première chose que tu remarques, c'est le froid léger de l'écorce sous tes doigts. Sauf que ce ne sont pas des doigts. Ce sont des serres, noires et sèches, refermées autour d'une branche haute, et tu sens dans tes pattes la fine vibration du bois qui ploie à chaque souffle de vent. Tu es devenu un corbeau. Ton corps est devenu léger, dense d'os creux et de muscles tendus, recouvert d'un plumage si noir qu'il en paraît bleu là où l'aube commence à le toucher. Tu tournes la tête, d'un mouvement vif et saccadé que ton ancien coup d'humain n'aurait jamais permis, et le monde autour de toi se révèle dans une netteté que tu n'avais jamais connue. Chaque feuille, chaque toit, chaque silhouette en bas dans la rue grise possède un contour précis, une identité que tu lis d'un seul regard. Et au centre de toi, sous le crâne lisse et bombé, il y a ce cerveau pas plus gros qu'une noix, qui pèse à peine quelques grammes, et qui pourtant, cette nuit, va t'étonner plus que tout ce que tu croyais savoir sur l'intelligence. Car voilà la chose que je veux te faire comprendre, à toi qui habites un instant ce corps d'oiseau. On a longtemps pensé que la pensée, la vraie, celle qui résout, qui anticipe, qui se souvient et qui ruse, exigeait un grand cerveau comme le nôtre, avec son cortex épais et plissé. On a longtemps tenu les oiseaux pour de jolies machines à plumes, guidées par l'instinct, incapables de réflexion. Le mot même qu'on emploie, dans bien des langues, pour désigner une cervelle d'oiseau, est une insulte qui veut dire bête, écervelée, sans esprit. Et c'est l'une des plus belles erreurs que la science ait eu à corriger ces dernières décennies. Parce que dans ta famille à toi, celle des corvidés, qui rassemble les corbeaux, les corneilles, les geais, les pies et les choucas, se cache l'une des intelligences les plus saisissantes de tout le règne animal, une intelligence qui rivalise, sur certaines épreuves précises, avec celle des grands singes, et parfois avec celle d'un jeune enfant humain. Laisse-moi d'abord t'apprendre qui tu es, car il y a une nuance que les gens confondent sans cesse. Tu pourrais être un grand corbeau, celui que les savants nomment Corvus corax, le plus imposant de la famille, presque aussi grand qu'une buse, avec ta gorge hérissée de plumes en barbe, ta queue taillée en losange quand tu déploies tes ailes, et ta voix grave, profonde, un croassement rauque qui roule comme une pierre au fond d'une gorge. Ou bien tu pourrais être une corneille, plus modeste de taille, la silhouette plus ronde, le cri plus sec et plus nasillard. Dans le langage courant, on mélange tout cela. On parle de corbeaux pour désigner ces oiseaux noirs des champs et des villes, alors que beaucoup sont en vérité des corneilles. Les savants, eux, prennent soin de distinguer les espèces, parce que leur talent diffère parfois. Mais cette nuit, peu importe le détail. Tu appartiens à cette grande lignée des corvidés, et c'est l'esprit de cette lignée tout entière que tu vas explorer, du fond des forêts de Nouvelle-Calédonie jusqu'au trottoir gris d'une ville américaine où des chercheurs ont, un jour, tendu un piège qui allait révéler une chose stupéfiante sur ta mémoire. Justement, regarde en bas. Un humain marche dans la rue, emmitouflé contre le froid du matin, et sans même y penser, tu l'as déjà jaugé. Tu sais s'il t'est familier ou étranger. Tu sais s'il faut le craindre ou l'ignorer. Et cette faculté, cette reconnaissance immédiate d'un visage humain parmi tous les autres, n'a rien d'anodin. C'est l'un des plus grands mystères que tu portes en toi, et c'est aussi celui par lequel les humains ont, pour la première fois, mesuré l'étendue de ton esprit. Car un homme, dans une ville du nord-ouest des États-Unis, une ville posée au bord de l'eau et cernée de forêts, a consacré une grande partie de sa vie à comprendre ce que les corneilles savaient de lui. Cet homme s'appelle John Marsleff, et il enseigne la biologie de la faune dans une grande université de cette région. Et ce qu'il a découvert, presque par hasard, dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Voici comment l'histoire a commencé, et je veux que tu la vives comme si tu étais, car tes semblables y ont joué le premier rôle. Marsleff et ses étudiants capturaient des corneilles pour les étudier, les baguer, mesurer leur corps, puis les relâcher. C'est une opération sans danger pour l'oiseau, mais qui, pour lui, est une épreuve terrifiante, une expérience de capture par un prédateur dont il se souviendra. Et les chercheurs ont remarqué une chose troublante. Après avoir été capturées, les corneilles semblaient leur en vouloir. Elles les reconnaissaient, les suivaient, les invectivaient de leurs cris. Mais comment en être sûr? Comment savoir si l'oiseau reconnaissait vraiment le visage de l'homme, et non simplement sa démarche, ses vêtements, ou le lieu de la capture? Il fallait une expérience rigoureuse. Et l'idée qu'ils ont eue d'une simplicité géniale. Ils ont décidé de porter des masques. Imagine la scène. Les chercheurs ont choisi un masque de caoutchouc,
un visage d'homme banal, qu'ils ont appelé le masque dangereux. Coiffés de ce masque, ils sont sortis capturer quelques corneilles sur le campus, les ont manipulés un moment, puis les ont libérés sans leur faire de mal. Les oiseaux n'ont donc jamais vu le vrai visage de leur ravisseur, seulement ce masque de caoutchouc. Et pour comparer, les chercheurs disposaient d'un autre masque, un visage neutre, qu'ils n'utilisaient jamais lors des captures, et qui devait servir de témoin innocent. Puis ils ont attendu, et ils sont revenus se promener sur le campus, tantôt avec le masque dangereux, tantôt avec le masque neutre, pour voir comment les corneilles réagiraient. Le résultat, tu le devines déjà, toi qui portes en toi cette mémoire des visages. Dès qu'un chercheur apparaissait coiffé du masque dangereux, les corneilles le repéraient et se mettaient à le harceler. Elles fondaient sur lui, le survolaient, lançaient ces cris d'alarme rauques et insistants par lesquels ton espèce dénonce une menace, ce qu'on appelle le harcèlement, ou mobbing dans la langue des savants. Le masque neutre, lui, passait dans une relative indifférence. Les oiseaux avaient donc bien mémorisé un visage, ce visage précis, comme dangereux, et ils l'avaient gravé dans leur esprit avec une netteté qui ne laissait place à aucun doute. Mais ce n'est pas le plus stupéfiant. Le plus stupéfiant est venu avec le temps, et avec le nombre. Suis bien cela, car c'est ici que ton intelligence se révèle dans toute son ampleur. Au début, seules quelques corneilles, celles qui avaient été capturées, s'en prenaient au masque dangereux. Mais au fil des semaines, puis des mois, le nombre d'oiseaux qui le harcelaient n'a cessé de croître. De plus en plus de corneilles, dont l'immense majorité n'avaient jamais été capturées, jamais touchées, jamais inquiétées, se mettent elles aussi à invectiver ce masque. Comment était-ce possible? La réponse est vertigineuse. L'information s'était transmise. Les corneilles qui avaient vécu la capture avaient en quelque sorte averti les autres, par leur comportement, par leurs cris d'alarme dirigés vers ce visage précis. Les jeunes apprenaient de leurs parents, les voisins apprenaient des voisins, et la réputation du masque dangereux se répandait dans la population sans que ces nouveaux oiseaux aient eu besoin de subir eux-mêmes la moindre épreuve. C'est ce qu'on appelle une transmission sociale de l'information, une forme de culture, où un savoir circule d'individu à individu, et même d'une génération à la suivante. Arrête-toi un instant sur ce que cela signifie. Une connaissance, l'idée que tel visage est un danger, s'est propagée à travers un groupe d'oiseaux comme une rumeur se propage dans une ville, portée non par des mots, mais par l'observation et l'imitation. Et cette connaissance a survécu dans le temps d'une façon qui défie ce qu'on attendrait d'un si petit cerveau. Marzluff a constaté que des années après les captures initiales, des corneilles continuaient de harceler le masque dangereux. Plusieurs années. Songe à cela, toi qui planes au-dessus des toits. Un visage entrevu une seule fois, dans un seul instant de frayeur, et la rancune qui s'ensuit traverse les saisons, traverse les hivers, se grave si fort que l'oiseau le reconnaîtra encore longtemps après, et l'enseignera même à ses petits qui n'étaient pas nés au moment des faits. Voilà pourquoi on dit que tu n'oublies jamais un visage. Ce n'est pas une légende. C'est une observation patiente, répétée, vérifiée, et elle a quelque chose de troublant en profondeur pour qui se croyait seul à posséder une telle mémoire. Les chercheurs ont voulu aller plus loin encore, et regarder à l'intérieur même de ce qui se passait dans le cerveau d'un oiseau confronté à un visage connu. Grâce à des techniques d'imagerie, en injectant une substance qui révèle quelle région du cerveau s'active, ils ont observé une corneille apercevant le masque dangereux, et ils ont vu s'allumer des zones associées à la peur, à la vigilance, à la mémoire et à l'émotion. Autrement dit, lorsque tu reconnais un visage menaçant, ton cerveau ne se contente pas de l'identifier froidement. Il réagit avec quelque chose qui ressemble à une émotion, une appréhension, une charge affective, exactement comme un cerveau humain qui croiserait dans la rue le visage de quelqu'un qui lui a fait du mal. Cette parenté dans la manière de traiter un visage, entre ton minuscule cerveau et le nôtre, est l'un des indices les plus émouvants que la science ait recueillis sur la richesse de ta vie intérieure. Et tu te demandes peut-être pourquoi un oiseau aurait besoin d'une faculté aussi raffinée. La réponse tient à ta vie même, à la vie sociale dense et exigeante des corvidés. Tu n'es pas un solitaire. Tu vis entouré, dans un monde peuplé d'autres corbeaux, d'autres corneilles, dans des groupes où chacun a sa place, ses alliances, ses rivalités. Reconnaître les individus, se souvenir de qui s'est montré généreux et de qui a trahi, de qui partage et de qui vole, est une nécessité absolue pour survivre dans une société aussi complexe. Et cette faculté,
Affûté d'abord pour distinguer tes semblables, tu l'as étendu aux humains qui peuplent ton territoire. Tu sais quel passant te jette du pain et quel autre te chasse à coups de pierre. Tu tiens, dans ta tête, une véritable comptabilité des visages, un registre de tes amis et de tes ennemis, et ce registre se met à jour sans cesse, au fil de tes rencontres. Pense à ce que cela change pour l'humain qui vit près de toi sans te connaître. Pour lui, tous les corbeaux se ressemblent, taches noires interchangeables sur un ciel gris. Mais pour toi, il n'est pas une silhouette anonyme. Il est un individu précis, fiché, mémorisé, jugé. S'il t'a un jour effrayé, tu t'en souviendras, et tu pourras le signaler à tes congénères, transformant ton inimitié personnelle en méfiance collective. Certaines personnes, dans des villes où vivent beaucoup de corneilles, racontent ainsi avoir été suivies et invectivées par des oiseaux pendant des années, sans toujours comprendre quel geste, quel jour, avait déclenché cette rancune. Et d'autres, à l'inverse, qui prennent l'habitude de nourrir les corbeaux, reçoivent parfois en retour de petits objets, des boutons, des perles, des morceaux de verre, déposés comme des présents, comme si l'oiseau tenait à entretenir l'alliance. On reste prudent sur l'interprétation de ces cadeaux, car il est difficile de lire avec certitude l'intention dans la tête d'un animal. Mais le simple fait que tu distingues si finement tes bienfaiteurs de tes agresseurs en dit déjà long sur la profondeur de ton regard. Il faut bien comprendre, d'ailleurs, à quel point cette reconnaissance dépasse le simple souvenir d'un trait ou d'une couleur. Les chercheurs ont pris soin, dans leurs expériences, de varier les vêtements, les démarches, l'heure et le lieu, afin de s'assurer que c'était bien le visage, et lui seul, que les oiseaux mémorisaient. Ils ont même demandé à des personnes différentes de porter tour à tour le même masque, pour voir si c'était la silhouette ou le visage qui comptait, et ce sont les traits du masque, non la corpulence de celui qui le portait, qui déclenchaient la réaction. Tu lis donc un visage comme nous lisons un visage, en retenant l'agencement des yeux, du front, des contours, cette configuration unique qui fait qu'aucune face ne ressemble tout à fait à une autre. C'est une prouesse perceptive considérable, car distinguer un visage humain d'un autre est une tâche d'une grande subtilité, qui occupe chez nous des régions entières du cerveau, et que tu accomplis, toi, du haut de ton fil électrique, en un battement de paupières. Pense encore à ceci, qui rend l'affaire plus saisissante. Tu ne vis pas aussi longtemps qu'un humain, mais ta mémoire d'un visage menaçant semble pouvoir durer une grande part de ton existence, et surtout, elle ne meurt pas avec toi. Par la transmission sociale, elle se prolonge au-delà de ta propre vie, passant aux jeunes que tu auras alertés, qui à leur tour l'enseigneront aux suivants. Ainsi, dans une population de corneilles, le souvenir d'un danger précis peut survivre bien plus longtemps que n'importe lequel des oiseaux qui le portent, se transmettant de proche en proche comme une mémoire collective, presque une tradition orale faite de cris d'alarme. Un visage haï une fois peu, de la sorte, demeuré haï par tout un quartier d'oiseaux pendant un temps qui dépasse la vie d'un seul d'entre eux. Il y a, dans cette persistance, quelque chose qui ressemble à une rumeur immortelle, et qui fait de toi le maillon d'une chaîne de souvenirs plus longue que toi. Quitte maintenant cette rue, et laisse-moi t'emporter loin, très loin de cette ville, vers une île perdue au milieu du grand océan, une île couverte de forêts, baignée d'un air tiède et lourd d'humidité, que les hommes appellent la Nouvelle-Calédonie. Là vit une espèce de corbeau qui porte ton nom de famille, Corvus monduloide, le corbeau calédonien, et qui possède un talent dont la découverte a bouleversé l'idée que les savants se faisaient des animaux. Imagine-toi devenu cet oiseau-là, perché sur une branche basse dans la moiteur verte de la forêt, le regard fixé sur le tronc creux d'un arbre, où tu le sais, se cachent de grosses larves charnues, enfoncées en profondeur dans le bois mort, hors de portée de ton bec. Un autre animal renoncerait, ou gratterait en vain. Toi, tu vas fabriquer un outil. Regarde tes propres gestes, car ils ont émerveillé le monde entier. Tu choisis une brindille, tu la casses à la bonne longueur, tu en retires les feuilles et les rameaux qui gênent, et tu façonnes à son extrémité un petit crochet, en travaillant le bois avec ton bec jusqu'à obtenir une pointe recourbée. Puis tu glisses cet instrument dans la galerie où se terre la larve, tu l'agites, tu accroches la bestiole, et tu la tires hors de sa cachette pour la déguster. Ce que tu viens de faire, fabriquer un objet, le modifier dans une forme précise au service d'un but, est l'une des choses que l'on tenait jadis pour le propre de l'homme, puis pour le propre de quelques grands singes, et qu'on a fini par observer chez toi, ce petit oiseau noir d'une île lointaine. Les corbeaux calédoniens ne se contentent pas d'utiliser des objets trouvés.
Il les fabrique, il les remodèle, et il les améliore. Le détail qui a le plus frappé les chercheurs, c'est cette histoire de crochet. Façonner un crochet n'a rien d'évident. Il faut, en quelque sorte, se représenter à l'avance la forme utile, celle qui permettra d'accrocher la proie, et travailler la matière pour l'obtenir. Or les corbeaux calédoniens taillent leurs crochets avec un soin remarquable, et l'on a même découvert qu'ils confectionnent des outils différents selon la tâche, certains à partir de brindilles, d'autres en découpant les bords dentelés de feuilles coriaces, qu'ils détachent en suivant un patron précis, créant des lames étroites et barbelées capables de déloger les insectes. Fait plus étonnant encore, ces oiseaux conservent parfois leurs meilleurs outils, les gardent sous la patte, les transportent d'un endroit à l'autre, comme un artisan tient à son instrument favori. Et les jeunes apprennent cet art en observant leurs aînés, ce qui suggère, là encore, une transmission d'un savoir-faire au sein de la lignée, une tradition de l'outil propre à chaque population. Arrête-toi sur ce mot de tradition, car il porte une idée puissante. On a remarqué que la forme des outils découpés dans les feuilles varie d'une région à l'autre de l'île, comme si chaque groupe d'oiseaux avait sa manière propre de tailler, son style transmis de génération en génération. Un petit corbeau calédonien n'invente pas tout seul, à partir de rien, l'art de fabriquer un crochet. Il grandit auprès de ses parents, les regarde faire, s'exerce maladroitement, gâche bien des brindilles avant de réussir, et hérite peu à peu de leur tour de main. Ce processus, où un savoir-faire se transmet par l'exemple et l'imitation plutôt que par les seuls instincts, est ce que les savants nomment une culture matérielle, et l'idée qu'un oiseau puisse en posséder une, fût-elle modeste, aurait paru insensée il y a peu. Tu n'es donc pas seulement un fabricant d'outils. Tu es l'héritier d'une manière de faire, le dépositaire d'une petite tradition d'artisans à plumes, affinée au fil des générations sur ton île. Les chercheurs ont aussi exploré jusqu'où allait ton sens de l'outil, et certaines expériences donnent le vertige. On a présenté à des corbeaux calédoniens des énigmes en plusieurs étapes, où il fallait d'abord se servir d'un petit outil pour atteindre un outil plus grand, puis se servir de ce grand outil pour accéder enfin à la nourriture. Autrement dit, employer un instrument non pour obtenir tout de suite une récompense, mais pour obtenir un autre instrument, dans une suite de gestes ordonnés vers un but lointain. Plusieurs oiseaux ont résolu ce genre de problème, enchaînant les étapes dans le bon ordre, parfois dès leur première tentative, comme s'ils avaient saisi d'un coup la structure entière de l'énigme. Il faut rester mesuré, car ces démonstrations portent sur peu d'individus et leur interprétation reste discutée. Mais voir un oiseau se servir d'un outil pour gagner un outil, et planifier ainsi une séquence d'actions, est l'une des choses les plus déconcertantes que l'on ait jamais filmées dans un laboratoire d'éthologie. Une expérience, en particulier, est devenue célèbre, et elle concerne non pas un corbeau de Nouvelle-Calédonie dans sa forêt, mais une femelle de cette espèce étudiée dans un laboratoire d'une grande université anglaise. Les chercheurs lui avaient présenté un petit seau de nourriture placé au fond d'un tube vertical, hors d'atteinte de son bec, et ils avaient laissé à sa disposition un bout de fil de fer bien droit. Sous leurs yeux, l'oiselle a saisi le fil, en a coincé une extrémité, et l'a courbé jusqu'à former un crochet, qu'elle a ensuite utilisé pour pêcher le seau au fond du tube. Or jamais elle n'avait manipulé de fil de fer auparavant, jamais on ne lui avait montré comment faire. Elle avait, semble-t-il, transposé son talent naturel de fabrication de crochets à un matériau entièrement nouveau, inventant sur le champ une solution. Il faut rester mesuré dans l'interprétation, car une seule observation ne prouve pas que l'oiseau comprenait la physique de son geste comme nous la comprendrions. Mais la scène a marqué les esprits, parce qu'elle montrait une souplesse d'invention que l'on n'attendait pas d'un cerveau de cette taille. Ce talent pour l'outil pose une question qui dépasse le simple bricolage. Fabriquer un crochet pour atteindre une proie cachée suppose, en un sens, de raisonner sur le monde physique, de comprendre que tel objet, modifié de telle façon, produira tel effet. C'est ce que les savants appellent une forme de cognition physique, une intelligence des choses, de leurs propriétés, de leur relation de cause à effet. Et cette intelligence des choses, ton espèce la déploie aussi dans des énigmes qui n'ont rien à voir avec la nourriture cachée dans le bois. L'une d'elles est si ancienne qu'elle remonte à la Grèce antique, à une fable que l'on attribue à un conteur du nom d'Ésope, une fable que les hommes se sont racontée pendant plus de 2000 ans sans jamais imaginer qu'un jour, dans un laboratoire, des corbeaux la rendraient vraie sous leurs yeux. Laisse-moi te conter cette fable, puisqu'elle parle de toi. Un corbeau assoiffé, dit l'histoire, trouve une cruche au fond de laquelle subsiste un peu d'eau, mais le niveau est trop bas,
et son bec n'atteint pas le liquide. L'oiseau, au lieu de renoncer, ramasse des cailloux et les laisse tomber un à un dans la cruche. À mesure que les pierres s'accumulent au fond, l'eau monte, puisque les cailloux prennent sa place, jusqu'à ce qu'enfin elle affleure et que le corbeau puisse boire. La morale du conte vante l'ingéniosité, la patience, l'idée que la réflexion vient à bout de ce que la force ne peut résoudre. Pendant des siècles, on a tenu cela pour une jolie image, une leçon de sagesse habillée en animal, sans y voir autre chose qu'une invention de poète. Et puis des chercheurs ont eu la curiosité de tester si des corvidés sauraient réellement faire ce que la fable leur prête. Voici les preuves qu'ils ont imaginées, et imagine-toi en train de l'affronter. On place devant toi un tube transparent, à demi rempli d'eau, et à la surface flotte une friandise appétissante, un verre, un morceau de nourriture, qui surnage mais demeure trop bas pour ton bec. À côté, on dispose des petites pierres. Et l'on observe des corbeaux et des corneilles, mais aussi des freux, qui sont leurs cousins, se sont montrés capables de saisir les cailloux et de les laisser tomber dans le tube, l'un après l'autre, faisant monter le niveau de l'eau jusqu'à ce que la friandise vienne à portée. Ils ont résolu, en acte, l'énigme de la fable d'Ésope. Mais les savants, méfiants, ont voulu savoir si les oiseaux comprenaient vraiment ce qu'ils faisaient, ou s'ils jetaient des pierres au hasard. Alors ils ont raffiné l'expérience, et c'est là que cela devient passionnant. Ils ont proposé aux oiseaux le choix entre des objets qui s'enfoncent, comme des pierres lourdes, et des objets qui flottent, comme des morceaux de liège, inutiles pour faire monter l'eau. Les corvidés ont préféré les objets lourds. Ils ont offert le choix entre un tube rempli d'eau et un tube rempli de sueur, où jeter des pierres ne sert à rien, et les oiseaux ont privilégié l'eau. Ils ont même comparé un tube large et un tube étroit, où la même pierre fait monter le niveau plus vite, et certains ont montré une préférence pour le tube le plus efficace. Tout se passe comme si ces oiseaux saisissaient, à un certain degré, le rapport entre l'objet qu'ils lâchent et l'effet sur le niveau de l'eau. Il faut rester prudent, car les chercheurs eux-mêmes débattent de savoir jusqu'où va cette compréhension, si elle est une véritable saisie des causes ou un apprentissage fin des indices visuels. Mais le résultat, comparé aux performances d'un enfant humain sur la même épreuve, situe ces corvidés à un niveau que l'on n'aurait jamais osé leur prêter. Ce qui rend l'épreuve de la fable si précieuse, c'est qu'elle ne récompense aucun comportement naturel. Jamais, dans la vie sauvage, tu n'as eu à lâcher des cailloux dans l'eau pour faire monter une friandise. Rien, dans ton héritage d'oiseau, ne t'y prépare. Quand donc un corbeau résout cette énigme, il ne déroule pas un instinct, il affronte une situation inédite et lui trouve une issue, en exploitant une certaine intuition du fonctionnement des choses, du poids, du volume, du niveau qui monte quand on remplit. Et l'on a pris soin de poser à ces oiseaux des pièges, des situations trompeuses, où la solution apparente ne marche pas, pour démêler ce qu'ils comprennent vraiment de ce qu'ils font par simple habitude. Sur certaines de ces variantes retorses, les oiseaux se trompent, comme se trompent d'ailleurs les jeunes enfants humains, ce qui montre les limites de leur compréhension. Mais le seul fait qu'ils réussissent les versions les plus simples par le raisonnement, et non par dressage, suffit à les rangers parmi les rares animaux capables d'une telle souplesse face à l'inconnu. Et cette souplesse, tu la déploies aussi dans des énigmes que les hommes ont rendues redoutablement compliquées pour te mettre à l'épreuve. On a construit pour certains corvidés des boîtes à plusieurs verrous, où il fallait pousser un loquet, tirer un fil, déplacer une tige, ouvrir une trappe, dans une succession précise de gestes, chacun ne servant qu'à rendre possible le suivant. Résoudre une telle suite suppose de ne pas se décourager devant l'absence de récompense immédiate, de comprendre qu'un premier geste, inutile en lui-même, prépare le terrain pour un second, et ainsi de proche en proche jusqu'au but. Certains oiseaux y sont parvenus, démêlant patiemment l'écheveau des étapes, comme on résout une serrure à combinaison. Là encore, la prudence s'impose dans ce qu'on en conclut, car il est délicat de savoir si l'oiseau planifie toute la séquence d'avance ou s'il progresse pas à pas en se laissant guider par les indices. Mais le spectacle d'un corbeau venant à bout d'une énigme à tiroir reste l'une des images qui ont le plus changé notre regard sur ce dont une cervelle d'oiseau est capable. Reviens maintenant en toi-même, dans ton corps de corbeau perché à la nuit tombante, car je veux parler d'un autre de tes talents, plus discret, mais peut-être plus extraordinaire encore que tous les autres. Tu es un oiseau qui cache. Quand tu trouves plus de nourriture que tu ne peux en manger, une noix, un quartier de viande, une graine grasse, tu ne la dévores pas sur place. Tu l'emportes, tu la dissimules quelque part, sous une touffe d'herbe,
dans une fente d'écorce, sous une pierre, et tu recouvres ta cage d'une feuille ou d'un peu de terre pour la soustraire au regard. Puis tu recommences, ailleurs, et encore ailleurs. Au fil d'une saison, certains de tes cousins dissimulent ainsi des milliers de réserves, dispersées sur un vaste territoire. Et voici le prodige. Tu te souviens d'où tu les as cachés. Mesure ce que cela demande. Retenir l'emplacement de milliers de caches, dispersées dans un paysage qui change avec les saisons, où la neige recouvre tout l'hiver, où les feuilles tombent et repoussent, est un exploit de mémoire qui ferait pâlir bien des humains. Les légers, qui sont aussi des corvidés, sont particulièrement renommés pour ce talent, et l'on a montré qu'ils retrouvent leurs réserves longtemps après les avoir constituées, avec une précision remarquable. Pour cela, tu mémorises non seulement le lieu de chaque cache, mais aussi des repères autour, un arbre, un rocher, la configuration du terrain, que tu combines pour reconstituer l'endroit exact. Cette mémoire de l'espace, cette capacité à cartographier mentalement un vaste territoire et à y replacer une multitude de points précis, est l'une des plus impressionnantes que l'on connaisse dans le monde animal. Cette mémoire des caches a même, chez certains de tes cousins, des conséquences que tu ne soupçonnes pas, et qui dépassent ta petite personne. Les jets, en cachant par milliers des glands et des graines, en oublient forcément une partie, ou meurent avant de les récupérer. Or ces graines oubliées, enfouies en pleine terre, germent et donnent naissance à de jeunes arbres. Si bien que ces oiseaux, sans le vouloir, plantent des forêts. On pense que la répartition de certains chênes, sur de vastes étendues, doit beaucoup à ce semis involontaire mené par les corvidés au fil des siècles. Toi qui caches pour ton propre hiver, tu façonnes ainsi le paysage à très longue échéance, tu disperses la vie végétale par la seule vertu de ta mémoire imparfaite. Il y a là une belle ironie, que les graines que tu oublies deviennent les arbres sur lesquels se percheront, un jour, d'autres oiseaux que toi. Songe aussi à la difficulté que représente cette tâche de garder en tête tant d'emplacements. Un humain qui devrait mémoriser où il a posé des milliers d'objets, dispersés dans une forêt, et y revenir des mois plus tard malgré la neige et les feuilles mortes, échouerait presque à coup sûr. Toi, tu parviens, et l'on a découvert qu'à la saison des caches, certaines régions de ton cerveau liées à la mémoire de l'espace connaissent une activité accrue, comme si ton organe de pensée s'adaptait au labeur de l'automne. La nature, en t'imposant ce défi de mémoire, a sculpté ton cerveau pour le relever, et tu portes en toi, sans le savoir, l'une des cartes les plus denses et les plus précises que la vie ait jamais inscrites dans un crâne d'oiseau. Mais les chercheurs ont découvert que ta mémoire des caches va plus loin que le simple lieu, et c'est ici que ton esprit touche à quelque chose de troublant. Chez certains corvidés, on a montré qu'ils se souviennent non seulement de l'endroit où ils ont caché une réserve, mais aussi de ce qu'ils y ont mis, et de quand ils l'ont fait. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que toute nourriture ne se conserve pas de la même façon. Un ver appétissant pourrit en quelques jours, tandis qu'une graine se garde des semaines. Or des expériences ont montré que ces oiseaux, lorsqu'ils ont caché de la nourriture périssable et de la nourriture durable, vont récupérer en priorité la périssable tant qu'elle est encore bonne, puis se rabattent sur la durable une fois la première gâtée. Cela suppose qu'ils gardent en mémoire la nature de chaque cache et le temps écoulé depuis, qu'ils savent en quelque sorte quoi a été caché, où et quand. Les savants nomment cela une mémoire épisodique, ou du moins quelque chose qui y ressemble fortement, car ils restent prudents sur le mot. Une mémoire épisodique, c'est le souvenir d'un événement vécu, situé dans le temps et dans l'espace, et l'on croyait longtemps que seuls les humains en étaient capables. La trouver, sous une forme apparentée, dans le cerveau d'un oiseau, est l'une des révélations qui ont le plus ébranlé les certitudes anciennes. Et il y a, dans ta vie d'oiseau qui cache, un raffinement plus stupéfiant encore, qui touche à ce que les savants appellent, avec 1000 précautions, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire l'aptitude à se représenter ce qu'un autre voit, sait ou ignore. Voici le problème auquel tu fais face quand tu caches un trésor. Tu n'es pas seul. D'autres corbeaux rôdent, et certains sont des voleurs, prêts à venir piller ta réserve dès que tu auras le dos tourné. Comment protéger ton bien? Les chercheurs ont observé une chose remarquable. Quand un corbeau cache de la nourriture pendant qu'un congénère le regarde, il se comporte autrement que lorsqu'il est seul. S'il a été observé au moment où il cachait, il revient souvent, une fois le témoin parti, déterrer sa réserve pour la dissimuler ailleurs, en un lieu que l'autre n'a pas vu. Il déplace son trésor, comme s'il savait que la cache repérée par un témoin n'est plus sûre.
Pèse bien cette scène, car elle est vertigineuse. Pour agir ainsi, il faut, en quelque manière, tenir compte de ce que l'autre a vu. Il faut se représenter que le rival, lui aussi, possède un regard, une mémoire, et qu'il pourrait se servir de ce qu'il a observé pour te dérober ta nourriture. Des recherches menées en Autriche, dans une station d'étude des corbeaux, ont approfondi cette question avec une finesse remarquable. On a même testé si un corbeau, sachant qu'un congénère pouvait potentiellement l'épier à travers une ouverture, se montrait plus prudent, alors même qu'il ne voyait pas directement l'autre oiseau. Et les résultats ont suggéré que tu peux, jusqu'à un certain point, anticiper le fait d'être vu, même sans apercevoir celui qui te voit. C'est un pas de plus vers cette aptitude à se mettre, en pensée, à la place d'autrui. Les savants pèsent chaque mot ici, car attribuer une véritable théorie de l'esprit à un animal est une affirmation lourde, longtemps réservée à l'humain, puis discutée chez les grands singes. Mais les corvidés, par ces comportements de protection des caches, ont apporté l'un des faisceaux d'indices les plus sérieux que l'on connaisse en dehors de notre propre espèce. Il y a d'ailleurs un détail savoureux que les chercheurs ont noté, et qui en dit long sur la subtilité de ton esprit. Les oiseaux qui se montrent les plus soupçonneux, ceux qui reviennent le plus souvent déplacer leur cache par crainte d'être volés, sont précisément ceux qui ont eux-mêmes été des voleurs. Comme s'il fallait avoir soi-même chapardé pour soupçonner le chapardage chez autrui, comme si l'expérience du vol nourrissait la méfiance. On a résumé cela par une formule, il faut un voleur pour reconnaître un voleur, et l'on touche là à quelque chose de presque humain, cette projection de sa propre expérience sur les intentions des autres. Là encore, la prudence s'impose dans l'interprétation, mais le tableau qui se dessine est celui d'un oiseau capable de ruse, de prévision et de soupçon, un oiseau qui ne vit pas seulement dans l'instant, mais qui anticipe les coups de ses rivaux. Cette vie sociale, faite de surveillance mutuelle et de rivalité, est sans doute la véritable source de ton intelligence. Car les chercheurs en sont venus à penser que c'est la complexité de la vie en groupe qui a poussé ton cerveau à se développer. Et vivre entouré de semblables qu'il faut reconnaître, dont il faut se souvenir des actes, avec qui il faut nouer des alliances, déjouer des trahisons, savoir qui domine et qui se soumet, voilà un défi permanent, qui exige une mémoire fine et une lecture constante des intentions d'autrui. Un oiseau solitaire n'a guère besoin de tels talents. Mais toi, qui partages ton territoire, tes ressources et tes dangers avec une foule de congénères, tu dois sans cesse calculer, anticiper, te souvenir. Et l'on observe chez les corbeaux des comportements qui évoquent les nôtres de façon troublante, comme le fait, après une querelle, de venir réconforter un compagnon malmené, en se posant près de lui, en lissant ses plumes. On hésite à parler d'empathie, ce mot trop chargé, mais le geste existe, et il dessine une vie affective plus riche qu'on ne l'aurait cru. Tes alliances, d'ailleurs, peuvent durer toute une vie. Beaucoup de corbeaux forment des couples fidèles, qui demeurent unis saison après saison, partageant le territoire, l'élevage des petits, la défense contre les intrus. Et l'on a remarqué que ces oiseaux gardent en mémoire la qualité de leurs relations, se souvenant de qui s'est montré loyal et de qui les a trompés, traitant différemment, des mois plus tard, un congénère selon le souvenir qu'il garde de lui. Cette comptabilité des relations, ce registre des amitiés et des dettes, est l'un des fondements de ta vie en société, et elle réclame, là encore, une mémoire des individus et une finesse sociale digne des mammifères les plus intelligents. Tu n'es pas une foule d'oiseaux interchangeables. Tu es une trame d'individus qui se connaissent, se jaugent et se souviennent les uns des autres. Et puisque nous parlons d'anticipation, laisse-moi te parler d'une faculté que l'on croyait absolument hors de portée des animaux, la capacité de planifier pour l'avenir, de poser un acte aujourd'hui en vue d'un besoin que l'on n'éprouve pas encore mais que l'on prévoit pour demain. Cacher de la nourriture, déjà, est une forme de prévoyance, puisque tu mets de côté pour un moment futur de disette. Mais des chercheurs ont voulu savoir si ton espèce pouvait planifier dans des situations entièrement nouvelles, détachées de tes instincts naturels. Dans une étude menée en Suède, on a appris à des corbeaux à se servir d'un outil pour obtenir une récompense d'une boîte. Puis, plus tard, on leur a présenté cet outil alors que la boîte était absente, et on a observé s'ils choisissaient de garder l'outil en prévision d'une occasion future de l'utiliser. Or les corbeaux ont conservé l'outil, parfois pendant un long délai, pour s'en servir lorsque la boîte réapparaissait. Ils ont même su renoncer à une petite récompense immédiate pour préférer l'objet qui leur apporterait davantage plus tard. Songe à ce que cela implique.
Choisir de mettre de côté un outil, sans en avoir l'usage sur le moment, dans la perspective d'un besoin futur, c'est se projeter dans un temps qui n'est pas encore, c'est agir pour un soi à venir. Cette capacité, on la croyait propre à l'homme, et peut-être à quelques grands singes. La retrouver chez un oiseau, et dans des tâches qui n'ont rien à voir avec ses comportements naturels de mise en réserve, suggère une flexibilité de la pensée, une aptitude à raisonner sur le temps, que rien ne laissait présager dans un si petit crâne. Les savants restent prudents, car la frontière entre une véritable planification et des mécanismes plus simples d'apprentissage est délicate à tracer. Mais l'accumulation de ces résultats dessine, peu à peu, le portrait d'un esprit tourné non seulement vers le présent, mais aussi vers ce qui n'est pas encore arrivé. Dans la même série d'expériences, on a poussé l'épreuve encore plus loin, en apprenant à des corbeaux à échanger un jeton particulier contre une récompense, une sorte de troc, ou un petit objet sans valeur en lui-même donnait droit, plus tard, à une friandise auprès d'un expérimentateur. Puis on a présenté à ces oiseaux ce jeton à un moment où aucun échange n'était possible, pour voir s'ils le garderaient en prévision d'une occasion future de le troquer. Et les corbeaux ont conservé le jeton, parfois longtemps, pour le rendre lorsque l'occasion se représentait, préférant cet objet à une petite récompense immédiate qu'on leur tendait pour les distraire. Garder un objet sans valeur présente, pour la seule promesse de ce qu'il rapportera demain, est une forme de prévoyance que l'on croyait inaccessible à un oiseau. Et que ses talents apparaissent aussi bien dans la mise en réserve de nourriture que dans le maniement d'outils et dans cet échange de jetons suggère qu'il ne s'agit pas d'un tour appris pour une seule tâche, mais d'une capacité générale à se projeter dans l'avenir. Il y a, dans cette projection, quelque chose qui touche à la conscience même du temps. Vivre dans le seul présent, c'est répondre à ce qui se présente, fin, danger, occasion. Se projeter, c'est habiter aussi un temps qui n'est pas là, se représenter un demain dont on tient compte aujourd'hui. Que tu en sois capable, fût-ce à un degré modeste, brouille une frontière que l'on croyait nette entre l'humain et l'animal. On ne dit pas que tu rêves de ton avenir comme nous rêvons d'une autre, ni que tu te racontes l'histoire de ta vie. La prudence interdit d'aller si loin. Mais quelque chose, dans ta tête d'oiseau, retient l'utile pour plus tard, pèse le présent contre le futur, et choisit parfois d'attendre. Et cette petite victoire de la patience sur l'instant est l'un des signes les plus délicats d'un esprit qui pense. Tout cela pourrait te faire croire que ta vie n'est qu'une suite de calculs, de ruses et de stratégies. Il n'en est rien. Car ton espèce, et c'est l'un de ses traits les plus attachants, c'est aussi jouer. Le jeu, chez les animaux, intrigue les savants, car il ne sert aucun but immédiat, ne procure ni nourriture ni sécurité, et dépense pourtant de l'énergie. Et toi, corbeau, tu es l'un des plus grands joueurs du monde animal. On t'a observé te laisser glisser sur des toits enneigés, sur le dos ou sur les pattes, dévalant la pente jusqu'en bas, puis remontant pour recommencer, encore et encore, dans ce qui ressemble à s'y méprendre à un pur plaisir de glisse. On t'a vu te suspendre la tête en bas à une branche, faire des cabrioles, jongler avec des brindilles ou des cailloux, voler à l'envers ou piquer du ciel pour le seul plaisir de la chute. On t'a vu, dans le ciel d'hiver, jouer avec le vent, te laisser porter, plonger, remonter, dans des acrobaties qui n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes. Il y a quelque chose de bouleversant dans ce jeu, car il révèle, derrière l'intelligence froide des résolutions de problèmes, une vie intérieure plus chaude, plus libre. Un animal qui joue est un animal qui a du temps, de l'énergie de reste, et peut-être quelque chose comme de la joie, même s'il faut rester prudent avant de mettre sur ton comportement les mots de nos propres émotions. Les savants pensent que le jeu, chez les espèces intelligentes, n'est pas gratuit malgré les apparences, qu'il sert à apprendre, à affûter ses gestes, à explorer les possibilités de son corps et de son environnement, à tisser des liens avec ses semblables. Mais il y a aussi, dans la manière dont il te lance encore et encore du haut d'un toit enneigé, une exubérance qui déborde la simple utilité, une fantaisie qui ressemble fort à du plaisir pour le plaisir. Et cette fantaisie, ce goût du jeu, accompagne presque toujours, dans le règne animal, les esprits les plus vifs. Imagine-toi en plein hiver, perché au bord d'un toit couvert de neige fraîche, par un de ces matins où l'air est si froid qu'il pince le bec. Tu te laisses tomber sur le dos, tu replies tes ailes contre ton corps, et tu glisses le long de la pente blanche, emporté par ton propre poids, jusqu'à ce que le rebord du toit te projette dans le vide, où tu déploies enfin tes ailes pour reprendre ton vol. Puis tu remontes, tu te poses au sommet,
et tu recommences encore et encore, comme un enfant sur une luge qui ne se lasse jamais de la descente. Rien ne t'y oblige. Aucune faim, aucun danger, aucune nécessité ne commande ce manège. Tu le fais, semble-t-il, pour la seule saveur de la glisse, pour le plaisir du mouvement et de la vitesse. Et il y a, dans cette image d'un oiseau noir dévalant la neige pour le seul plaisir d'y dévaler, quelque chose qui touche au cœur, une preuve que la vie, parvenue à un certain degré de richesse, déborde toujours en gestes gratuits, en élans qui ne servent à rien sinon à la joie d'exister. On a vu aussi des corbeaux jouer dans le vent, se laisser porter par les bourrasques au-dessus des falaises, lâcher une brindille en plein vol pour la rattraper aussitôt, voler à l'envers un instant, faire des tonneaux dans l'air pur. On en a vu suspendre un bâtonnet à une patte et le balancer, ou taquiner d'autres animaux par pure espièglerie, tirant la queue d'un congénère endormi avant de s'enfuir. Ces facéties, qui font sourire qui les observe, en disent long sur la vivacité de ton esprit. Car le jeu, chez l'animal, va presque toujours de pair avec l'intelligence, comme si un cerveau capable de tant de calculs gardait, par surcroît, assez de souplesse et de liberté pour s'amuser. Tu n'es pas une machine sérieuse, vouée à la seule survie. Tu es une créature qui, à ses heures, joue avec le monde comme on joue avec un ami. Mais ta vie n'est pas faite que de jeux et de ruses. Elle connaît aussi des moments graves, et l'un d'eux a tellement frappé les humains qu'ils lui ont donné un nom solennel. Quand l'un des tiens meurt, il arrive que les corbeaux ou les corneilles des environs se rassemblent autour du corps. Ils se posent à proximité, lancent des cris, demeurent un temps auprès du mort, en un attroupement que les gens ont surnommé, faute de mieux, des funérailles. Imagine la scène, et imagine-toi dedans. Une corneille gît sans vie sur le sol. D'autres arrivent, alertés, et se posent alentour, formant un cercle bruyant et inquiet autour de la dépouille. Que se passe-t-il dans leur tête? On a longtemps voulu y voir une forme de deuil, un hommage rendu aux disparus, une émotion proche de la nôtre. La vérité, telle que la science commence à l'entrevoir, est sans doute différente, et peut-être plus fascinante encore. Des chercheurs ont étudié ces rassemblements de près, en présentant à des corneilles le corps d'une des leurs, et en observant leurs réactions. Ce qu'ils ont compris, c'est que ces attroupements ressemblent beaucoup à une enquête, un apprentissage du danger. En se réunissant autour d'un mort, les oiseaux semblent chercher à savoir ce qui l'a tué, à identifier la menace, et à retenir le lieu et les circonstances de cette mort pour les éviter à l'avenir. On a même montré qu'une corneille, après avoir vu un congénère mort tenu par une personne portant un certain visage, se méfiait ensuite de ce visage et de ce lieu. Autrement dit, tu apprends de la mort des autres. Tu transformes la dépouille d'un semblable en leçon de prudence, en information sur les périls de ton territoire. On ne peut affirmer que tu éprouves un chagrin comparable au nôtre, car nul ne peut lire avec certitude dans ton cœur d'oiseau. Mais que tu accordes une telle attention à tes morts, que tu en tires un savoir transmissible, témoigne d'un rapport au danger et à la perte d'une profondeur inattendue. Il y a un autre comportement collectif qui révèle ton intelligence sociale, et tu le pratiques avec une audace stupéfiante. C'est le harcèlement des prédateurs, ce que j'évoquais plus tôt à propos des masques, et que les savants appellent le mobbing. Quand un rapace, un faucon, un hibou, un aigle, paraît dans ton ciel ou se pose près de ton territoire, tu ne fuis pas en silence. Au contraire, tu donnes l'alerte, et bientôt plusieurs corbeaux ou corneilles convergent et se mettent à harceler l'intrus. Vous fondez sur lui à tour de rôle, le frôlant, le bousculant, le criblant de cris, jusqu'à le contraindre à déguerpir. Un seul d'entre vous ne ferait pas le poids face à un grand rapace, mais à plusieurs, en coordonnant vos assauts, vous parvenez à chasser un prédateur bien plus puissant que chacun de vous. Réfléchis à ce que ce harcèlement suppose. Il faut d'abord reconnaître la menace, distinguer un rapace dangereux d'un oiseau inoffensif. Il faut ensuite alerter les autres par des cris précis, et coordonner une action collective contre un ennemi commun. Il faut, enfin, accepter un risque personnel pour le bien du groupe, car s'approcher d'un prédateur n'est jamais sans danger. Tout cela révèle une vie sociale élaborée, faite de communication, de coopération et d'un sens du collectif. Et cela renforce aussi ta mémoire des visages et des silhouettes dangereuses, puisque c'est en harcelant ensemble une menace que vous apprenez les uns des autres à la reconnaître, et que vous transmettez ce savoir aux plus jeunes et aux nouveaux venus, exactement comme pour le masque dangereux des chercheurs. Cette coopération prend, chez le grand corbeau,
des formes que l'on a longtemps eu peine à croire. Un naturaliste qui a passé des hivers entiers à observer ces oiseaux dans les forêts froides du Nord a remarqué que, lorsqu'un jeune corbeau découvre une grande carcasse, un animal mort dont la viande dépasse de loin ce qu'il pourrait manger ou défendre seul, il se met parfois à crier, à appeler bruyamment, jusqu'à rameuter d'autres corbeaux des environs. Cela paraît absurde au premier regard, car en attirant des congénères, l'oiseau partage une aubaine qu'il aurait pu garder pour lui. Mais l'explication que les chercheurs avancent est subtile. Un jeune corbeau seul, face à une carcasse sur le territoire d'un couple adulte dominant, risque d'en être chassé. En recrutant une bande de ses semblables, il fait nombre, et le groupe parvient à s'imposer là où l'individu aurait été écarté. La générosité apparente cache une stratégie, où crier pour partager devient, au fond, le moyen le plus sûr de manger. On a même observé que tu sais, parfois, t'allier à d'autres espèces pour parvenir à tes fins. Dans les contrées sauvages, les corbeaux suivent volontiers les loups et d'autres grands prédateurs, car là où ces chasseurs abattent une proie et l'ouvrent de leur croc, une carcasse devient accessible que ton bec seul n'aurait pu entamer. Certains naturalistes ont même décrit des corbeaux qui semblent guider les prédateurs vers du gibier, ou jouer avec eux, se posant près d'un loup, le provoquant, dans une familiarité étonnante entre deux espèces si différentes. On reste prudent sur le sens de ces comportements, qui demandent encore à être bien compris. Mais l'image d'un oiseau noir accompagnant la meute, profitant de sa force, voire entretenant avec elle une sorte de connivence, dit assez l'ingéniosité avec laquelle tu tires parti de tout ce que ton monde t'offre. Et puisque je parle de tes cris, il faut que tu mesures la richesse de ta voix, car elle est l'un des instruments les plus subtils de ton intelligence. On croit souvent que tu ne sais que croasser, répéter ce raclement rauque qui résonne au crépuscule. C'est une grossière méconnaissance. Ton répertoire vocal est d'une variété étonnante, fait de dizaines de sons différents, chacun porteur, semble-t-il, d'un sens particulier. Tu possèdes des cris d'alarme distincts, des appels pour rassembler les tiens, des sons pour la parade, pour la querelle, pour la tendresse. Certains chercheurs pensent que tu peux même varier ton cri selon le type de menace ou la situation, transmettant à tes semblables une information nuancée. Et l'on a constaté que les corbeaux reconnaissent la voix des individus de leur groupe, distinguant un congénère familier d'un étranger à la seule sonorité de son appel, comme nous reconnaissons une voix au téléphone sans voir le visage. Ta famille recèle d'ailleurs des virtuoses de l'imitation. Certains corvidés savent reproduire des sons qui ne sont pas les leurs, le cri d'autres oiseaux, des bruits de la nature, et même, lorsqu'ils vivent près des hommes en captivité, des mots du langage humain, des claquements, des sonneries. Cette aptitude à imiter, à apprendre de nouveaux sons tout au long de la vie, témoigne d'une plasticité du cerveau, d'une faculté d'apprentissage vocal que peu d'animaux possèdent. Elle nourrit aussi ta vie sociale, car en partageant des sons appris, les membres d'un groupe peuvent en quelque sorte se reconnaître, marquer leur appartenance, tisser entre eux une trame sonore commune. Tout cela compose un univers de communication d'une finesse que l'on est loin d'avoir entièrement déchiffré, et que les savants continuent d'explorer, cri après cri, comme on déchiffre une langue inconnue. On a même découvert que tu sais adresser un message non plus seulement à tes semblables, mais au monde en désignant des choses. Des chercheurs ont observé des corbeaux qui, du bec, montraient un objet à un partenaire, le brandissant vers lui, ou le lui présentant, dans un geste qui ressemble à s'y méprendre à celui de l'enfant humain qui pointe du doigt pour attirer l'attention d'autrui sur une chose. Ce geste de désignation, par lequel un être en invite un autre à regarder ce qu'il regarde, est l'un des fondements de notre propre langage, l'un des premiers que développe le tout-petit. Le retrouver chez un oiseau, hors de tout dressage, dans des échanges spontanés entre partenaires, est une découverte qui a fait réfléchir bien des savants sur les racines profondes de la communication. Tu ne te contentes donc pas de pousser des cris. Tu sembles, à ta manière, vouloir partager ton attention, attirer le regard d'un autre vers ce qui t'intéresse, premier pas vers ce qui, chez nous, est devenu la parole. Pense, en écoutant en pensée ces croassements résonner au crépuscule, à tout ce qu'ils peuvent contenir que notre oreille ne perçoit pas. Là où nous n'entendons qu'un raclement monotone, se cache peut-être une nuance, une intention, une adresse précise à tel ou tel compagnon. Les savants commencent à peine à démêler ce langage, à comprendre que tel cri appelle, que tel autre alarme, que tel autre encore apaise ou menace. Et il leur faudra des années patientes pour en percer les subtilités,
tant cette langue est étrangère à la nôtre, faite de sonorités que nous ne savons pas encore lire. Mais déjà, ce que l'on devine suffit à changer notre écoute. Le corbeau qui croasse au-dessus de toi, dans la lumière déclinante, ne fait pas que du bruit. Il parle, à sa façon, dans une langue dont nous commençons tout juste à épeler les premiers mots. Tu te demandes peut-être, à présent, comment tout cela tient dans une tête aussi petite. Comment un cerveau de quelques grammes peut-il rivaliser, sur certaines épreuves, avec celui d'un singe dont la cervelle est 100 fois plus lourde? C'est l'une des questions les plus passionnantes que ton existence pose à la science, et la réponse, découverte assez récemment, a renversé une vieille idée. On pensait jadis que la puissance d'un cerveau dépendait surtout de sa taille, ou du moins de sa taille rapportée à celle du corps. Et de ce point de vue, tu te défends déjà bien, car les corvidés ont, par rapport à leur corps, l'un des cerveaux les plus volumineux du monde des oiseaux, comparable en proportion à celui de certains primates. Mais la taille n'explique pas tout, et le vrai secret se cache ailleurs, dans la manière dont ton cerveau est bâti. Voici ce que des chercheurs ont mis en lumière en comptant, sous le microscope, les cellules nerveuses dans le cerveau de divers animaux. Ils ont découvert que les oiseaux, et tout particulièrement les corvidés et les perroquets, possèdent dans leur cerveau une densité de neurones extraordinairement élevée. Autrement dit, dans un petit volume de cervelle d'oiseau s'entasse un nombre de neurones bien plus grand que dans le même volume de cerveau de mammifère. Et ton cerveau de corbeau, malgré sa petite taille, peut ainsi contenir autant de neurones, voire davantage, que celui de certains singes au cerveau bien plus volumineux. Les neurones y sont plus petits, plus serrés, plus densément connectés, comme une électronique miniaturisée à l'extrême. Et ces neurones sont en grande partie concentrés dans la région de ton cerveau qui correspond, pour les fonctions élevées, à ce que le cortex est pour nous. Car il faut que tu saches que ton cerveau ne ressemble pas au nôtre par sa forme. Notre intelligence supérieure réside dans le cortex, cette écorce plissée qui recouvre nos hémisphères. Toi, tu n'as pas de cortex plissé. La partie haute de ton cerveau, que les savants nomment le pallium, est organisée tout autrement, en amas plutôt qu'en couches. On a longtemps cru, à cause de cette différence d'architecture, que le cerveau des oiseaux était primitif, incapable de pensée élaborée. C'était une profonde erreur. On a compris que ton pallium, bien qu'organisé différemment du cortex, accomplit des fonctions comparables, et qu'il abrite une région, que les chercheurs comparent à notre cortex préfrontal, le siège chez nous de la planification, du raisonnement et de la maîtrise de soi. L'évolution a donc inventé, à partir d'un plan de cerveau très différent, une intelligence d'un niveau voisin de la nôtre. Deux chemins séparés, l'un chez les mammifères, l'autre chez les oiseaux, ont conduit, chacun à sa façon, à des sommets de cognition. C'est ce que l'on appelle une convergence, et c'est l'une des leçons les plus profondes que ton petit crâne nous enseigne. Arrête-toi sur la portée de cette idée, car elle est vertigineuse. Cela veut dire que l'intelligence n'a pas une seule forme, une seule recette, un seul organe possible. Elle peut surgir de structures très différentes, pourvu qu'elles offrent assez de neurones, assez de connexions, assez de finesse de traitement. Ton ancêtre et le nôtre se sont séparés il y a une éternité, à l'époque où d'autres créatures dominaient encore la Terre, et depuis lors, vos deux lignées ont cheminé chacune de leur côté, faisant pousser des cerveaux selon des plans distincts. Et pourtant, au bout de ces routes séparées, on retrouve des facultés étrangement semblables, la mémoire des individus, la résolution de problèmes, la fabrication d'outils, l'anticipation du futur, la ruse sociale. Quand tu reconnais un visage et que tu t'en souviens des années durant, tu fais, avec un cerveau bâti tout autrement, ce que nous faisons avec le nôtre. Et il y a là de quoi méditer longtemps sur ce qu'est, au fond, la pensée. Ce qui rend cette parenté plus émouvante encore, c'est de songer d'où tu viens, toi, oiseau. Car les oiseaux ne sont pas de lointains cousins des grands reptiles d'autrefois. Ils en sont les descendants directs. Tu es, au sens le plus strict que la science reconnaisse aujourd'hui, l'héritier des dinosaures, le dernier rameau vivant de cette lignée prodigieuse qui régna sur la Terre pendant des durées immenses. Quand une catastrophe effaça les grands dinosaures, il y a des dizaines de millions d'années, une petite branche emplumée survécut, et c'est d'elle que descendent tous les oiseaux d'aujourd'hui, et toi parmi eux. Ce bec qui taille des crochets, cet œil noir qui retient les visages, ce cerveau dense où s'entassent les neurones, tout cela a été façonné par une histoire qui plonge bien plus loin que celle des mammifères dont nous sommes issus.
Lorsque tu déploies tes ailes dans le ciel du matin, c'est un peu de l'âge des dinosaures qui planent encore au-dessus de nos villes, transfigurés en intelligence. Mesure alors le chemin qu'a parcouru la vie pour produire, à partir de souches si éloignées, deux esprits capables de se rencontrer. D'un côté nos ancêtres, petits mammifères tapis dans l'ombre des géants, qui développèrent au fil des âges leur cortex plissé. De l'autre tes ancêtres, créatures emplumées au sang chaud, qui développèrent leur pallium dense et compact. Deux histoires séparées par une éternité, deux architectures de cerveau qui ne se ressemblent guère, et pourtant deux intelligences qui, aujourd'hui, peuvent se regarder, se reconnaître, se souvenir l'une de l'autre. Quand ton œil croise le nôtre, deux des plus longues aventures de la pensée sur cette planète se font face. Et il y a, dans cette rencontre, une grandeur tranquille, le sentiment que la vie, par des routes innombrables, tend partout vers la lumière de l'esprit. Reviens maintenant sur ta branche, dans la fraîcheur de la nuit qui s'étire, et laisse-moi rassembler pour toi tout ce que tu viens de traverser, car le tableau dans son ensemble a de quoi émerveiller. Tu es un oiseau capable de reconnaître un visage humain et de le garder en mémoire pendant des années, capable d'avertir tes semblables d'un danger et de transmettre ce savoir à des oiseaux qui ne l'ont jamais vécu. Tu es un fabricant d'outils, qui façonne des crochets dans le bois et invente des solutions face à des matériaux inconnus. Tu es un résolveur d'énigmes, qui rend vraie une fable vieille de plus de 2000 ans en faisant monter l'eau d'un tube avec des cailloux. Tu es un gardien de trésors, qui cache des milliers de réserves et se souvient non seulement de leur lieu, mais de leur nature et de leur âge. Tu es un stratège, qui déplace ses caches quand un voleur les pille, et qui sait, semble-t-il, anticiper le regard d'autrui. Tu es un prévoyant, qui met de côté un outil pour un usage à venir. Tu es un joueur, qui dévale les toits enneigés pour le plaisir. Tu veilles tes morts, tu harcèles tes prédateurs, et tu parles une langue riche de dizaines de sons. Et tu accomplis tout cela avec un cerveau pas plus gros qu'une noix, mais d'une densité de neurones prodigieuse, bâti selon un plan que l'évolution a façonné à part d'une autre, et qui a pourtant abouti à des prouesses comparables. Voilà pourquoi, ces dernières décennies, les savants ont peu à peu changé de regard sur toi, et sur toute ta famille. Ils ont cessé de voir en l'oiseau une créature simple, mue par le seul instinct, pour y reconnaître l'un des esprits les plus remarquables que la vie ait produit sur cette planète. Et ils restent prudents, comme la science doit l'être, mesurant chaque mot, refusant de te prêter à la légère des pensées qui seraient les nôtres, distinguant ce qu'ils observent avec certitude de ce qu'ils interprètent avec espoir. Cette prudence n'enlève rien à la merveille. Elle la rend même plus solide, car ce que l'on affirme de toi, on l'a vérifié, répété, mis à l'épreuve, masque après masque, tube après tube, cache après cache. Il y a, dans cette aventure de la connaissance, quelque chose qui devrait apaiser, toi qui rejoindras bientôt ton propre corps d'humain. Songe à l'humilité que cette histoire enseigne. Pendant des siècles, nous nous sommes crus seuls à penser, seuls à nous souvenir, seuls à ruser et à prévoir. Et il a suffi de quelques chercheurs patients, armés de masques de caoutchouc, de tubes d'eau et de cailloux, pour découvrir qu'un oiseau noir des villes et des champs partageait, à sa manière, une part de ce que nous tenions pour notre privilège exclusif. Le monde est plein d'esprits que nous n'avions pas su voir, plein de regards qui nous observent et nous mémorisent sans que nous le devinions. Le corbeau qui te suit des yeux depuis un fil électrique n'est pas une ombre vide. C'est une intelligence qui te juge, qui se souvient, qui apprend de toi comme tu apprends de lui. Pense, en laissant la nuit t'envelopper, à toutes ces fois où tu as croisé un corbeau ou une corneille sans leur accorder un regard, et où eux, peut-être, t'ont noté, classé, retenu. Pense à ce vaste réseau de mémoire d'oiseaux qui flotte au-dessus de nos villes, ce registre invisible où nos visages sont fichés selon que nous avons été doux ou cruels. Il y a là une raison de plus d'être bienveillant envers les créatures qui partagent notre monde, car certaines, nous le savons désormais, n'oublient rien. Mais il n'y a là nulle inquiétude à porter dans ton sommeil. Au contraire, il y a la douceur de savoir que tu n'es pas seul à habiter l'intelligence, que la pensée fleurit en bien des formes sur cette terre, dans le grand singe comme dans le petit oiseau, et que chaque rencontre avec un regard animal, et si l'on y prend garde, une rencontre avec un autre esprit. Laisse cette pensée se déposer en toi comme une plume qui descend sans hâte vers le sol. Tu as été, le temps d'une histoire, un corbeau perché dans la pénombre, doté d'une mémoire qui traverse les années et d'une ruse qui déjoue les voleurs. Tu as fabriqué des crochets, résolu des énigmes antiques,
cacher des trésors et veiller tes morts. Tu as senti, sous ton petit crâne lisse, le grouillement serré de millions de neurones tissant une intelligence que personne n'attendait. Et tu peux retourner maintenant, en douceur, vers ton corps d'humain qui repose au chaud, en emportant avec toi cette merveille, ce savoir nouveau sur ces oiseaux que tu ne regarderas plus jamais de la même façon. La prochaine fois qu'un corbeau croisera ton chemin et tournera vers toi son œil noir et vif, tu sauras qu'il y a, derrière ce regard, une mémoire, une histoire, un esprit. Et peut-être, qui sait, te reconnaîtra-t-il. Le ciel, dehors, commence à peine à pâlir, et les premiers oiseaux s'éveillent dans les arbres, lançant leurs appels dans l'air encore frais. Quelque part, un corbeau déploie ses ailes et s'élance, emportant avec lui sa carte des visages, ses caches secrètes, ses outils favoris, et toute la sagesse silencieuse de sa lignée. Il y a une paix tranquille à savoir que le monde est ainsi peuplé d'intelligences discrètes, qui vivent, se souviennent et rusent sans bruit, à la lisière de notre attention. Tu peux te reposer dans cette paix. Tu peux laisser ton esprit redescendre sans hâte, comme l'oiseau qui se pose enfin sur sa branche après le vol, repliant ses ailes dans le calme du soir. Rien ne te presse. Rien ne te menace. Il n'y a que la nuit douce, et cette merveille de plus dans le grand inventaire du vivant, une merveille que tu emportes avec toi dans le sommeil. Repose-toi, à présent, enfant d'une espèce qui pensait être seule à penser, et qui découvre peu à peu qu'elle est entourée d'esprits. Laisse les corbeaux veiller sur les toits, fidèles à leur territoire, gardiens patients de leurs souvenirs. Laisse le monde tourner sans toi pour quelques heures. Et garde, tout au fond de ton repos, cette image apaisante d'un œil noir et brillant qui, dans la pénombre d'un grand arbre, te regarde avec une intelligence aussi vieille et aussi vivante que la tienne. Bonne nuit.